Donc, on est dans le traitement de gestion de personnalités difficiles et on a choisi un cas qui va certainement faire écho à certains de vos cas, où on est intervenu au sein d'une société, pour situer, c'est une société de conseil, sur un marché assez concurrentiel où l'activité commerciale est très importante avec des commerciaux qui sont évidemment en direct avec les clients et qui sont soucieux que la facturation soit faite dans les temps puisqu'on comptabilise. C'est une filiale française d'une entreprise internationale qui a donc une maison mère et qui doit faire un reporting important mensuel avec une grosse pression sur ce reporting mensuel. Donc il y a à la fois ce reporting mensuel qui contraint et qui stresse la direction financière et les contraintes qui remontent du terrain. Et c'est une société en croissance qui a besoin de se restructurer. Et donc, ce manager, au cours de ce coaching, en fait, on découvre qu'il est sous haute dépendance. Pourquoi? Parce qu'il n'exerce pas son autorité, son responsable le fait à sa place, finit par le faire à sa place. Du coup, le manager n'est jamais, finalement, n'a plus à gérer ses propres difficultés, puisque c'est pris en charge. Et il a un bénéfice secondaire à ça, parce que il se repose sur sa hiérarchie. Et d'ailleurs, ce manager en coaching va dire, moi, j'ai pas de problème avec ma hiérarchie. Mon problème, je vais vous dire comment il parle, c'est ces salopes qui me... c'est ça son problème, c'était comme ça vraiment qu'il vivait. Je suis désolée de vous dire ça. Et donc, mais du coup, il va se reposer sur la hiérarchie parce qu'il pense qu'il va être plus fort grâce à sa hiérarchie, mais en faisant ça, et la hiérarchie en faisant à sa place, évidemment, lui renonce à progresser et sa hiérarchie, en le protégeant à ce moment-là, le surprotège et évidemment, en le surprotégeant, le fragilise. Donc il faut pouvoir protéger, mais il faut être attentif à des moments où on peut surprotéger, parce que si on surprotège, on fragilise. Donc voilà un gars qui est jugé comme compétent. Effectivement, il fait partie de ces personnalités difficiles avec lesquelles on est très ambivalent, parce que ce sont des personnes souvent qui sont compétentes, qui sont dévouées, qui ont un sens du collectif. Et en fait, ce gars-là, il se comportait comme Atlas, à prendre le monde sur lui. Et puisqu'elle ne faisait pas bien, il faisait à leur place. Et en faisant à leur place, eh bien, les collaboratrices pourront dire il ne s'est pas délégué, en fait, ou il ne s'est pas bien délégué, il ne s'est pas bien expliqué. Puis il y a un bénéfice secondaire, c'est que quand on fait à la place, on est en train, surtout quand on a des personnes un peu égoïstes et manipulatrices, du coup, de fabriquer des ingrats, ou de fabriquer encore plus des personnes qui vont se reposer. Il y a vraiment le bénéfice secondaire. Mais au bout d'un moment, à force de faire à sa place, avec des problèmes à gérer, eh bien les journées ont 24 heures, et donc il s'épuisait à faire. Et il s'épuisait, et il était comme dans l'apprenti sorcier. Les problèmes revenaient, il s'épuisait, donc il avait plus, et il se sentait submergé. Effectivement, il y avait ces moments de crise, et donc il n'en pouvait plus. Et là, il virait autoritaire, j'en peux plus, il faut les sanctionner, et autoritaire au sens une bombe, au moindre débordement de frontières. Donc des sanctions excessives, émises par lui-même ou voulues et demandées et relayées par la direction. Le piège dans lequel étaient ces personnes, c'est que c'est comme le Mobius, vous savez, c'est que en fait, on perçoit qu'il est autoritaire, et les personnes, et les collaboratrices vont dire de lui qu'il est trop autoritaire, avec raison en fait, dans beaucoup de situations, mais que la face cachée de son problème d'autoritarisme, c'est le côté sacrificiel, c'est le côté hyper protecteur, finalement, qui l'amène à faire Atlas. Donc, vous voyez que ce qu'on voit, c'est le côté autoritaire et parano. Mais en fait, le problème, c'est que cet homme-là
prend sur lui, prend sur lui, prend sur lui, et à un moment donné n'en peut plus. Donc, quelle va être la solution? Ça va être d'amener cette personne à moins prendre sur lui, à, du coup, en prenant moins sur lui, en posant des limites, à prendre le risque que son service soit dans un premier temps, on est dans une phase de changement un petit peu moins performante, mais qu'on puisse mieux en voir les résultats. Donc le problème n'est pas son autoritarisme, le problème c'est le fait qu'il soit dans la protection et la surprotection avec quelque chose de sacrificiel. Donc il fait le pompier. Donc qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on donne des solutions là trop vite. Un collaborateur va contribuer à le fragiliser. Donc ça c'est important, je pense que ça va être très important pour vous dans vos situations. L'hyperprotection fragilise particulièrement le solutionneur zélé. Coincé dans la dynamique qui le faisait passer pour une personnalité particulièrement difficile, on perçoit qu'il est parano et excessivement parano. Donc si on se sert des généralités plus importantes sur les personnalités difficiles, c'est un vaste sujet les personnalités difficiles, parce qu'il y a plein de personnalités difficiles. On pourrait dire qu'il y a des personnes qui sont, on a choisi 3 caractéristiques. La personne manipulatrice avec une tendance parano, la personne colérique, vous avez évoqué la colère, et la personne fragile, victimisée aussi, qui est aussi perçue au travers de sa colère comme fragile, peut-être. Donc, vous voyez, voilà une figure d'un manipulateur un peu parano. Le parano, en fait, il a peur d'avoir raison. Donc, en fait, il a les yeux plutôt tournés à l'intérieur, et quand il les tourne à l'extérieur, il fait ça, et puis il se dit, oh là! Et donc, il voit tout de suite le danger. C'est comme ça que fonctionne un parano. Il a peur d'avoir raison, en fait. Mais il considère émotionnellement que tout est contre lui, tout est menaçant. La personne colérique, souvent la colère est une régulation. Donc vous voyez votre collaboratrice, on voit bien que c'est une régulation, elle est méga en colère, elle fout le camp, elle revient, tout va bien. Ça l'a bien calmée, sauf que ça a des effets collatéraux de travailler avec quelqu'un de colérique. Donc les réactions habituelles des personnalités qu'on va juger difficiles, c'est d'être dans le déni ou dans le débordement émotionnel. Et puis ça peut être dans le déni du débordement émotionnel. Ça peut être les deux. Donc c'est grosso modo, on va avoir des excès de gens qui rationalisent, comme les manipulateurs. Vous trouvez toujours des moyens débordés pour rationaliser. Et puis il va y avoir des gens qui vont être dans la difficulté à gérer les émotions. Donc soit trop peu, soit trop. Donc, en fait, du coup, ce qui va caractériser un symptôme qui ne va pas, que ce soit la plainte, que ce soit la colère, que ce soit la manipulation, finalement, ces symptômes finissent par contraindre et neutraliser l'entourage. On évite de la rencontrer, on fait attention, on veut la calmer, vous voyez, et donc on est focalisé et on est neutralisé, donc on est très limité dans son champ d'action pour réagir. Donc les réactions de l'entourage, en même temps, vont exacerber le symptôme. On va vous donner quelques exemples. Évidemment, quelqu'un qui est exagérément inquiet, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On va tenter de le rassurer. C'est très inquiétant pour un parano. Mais vous voyez. Regarde, on note ce qu'il a. Mais quel effet? C'est dérisoire. Exactement. Mais quel effet ça? C'est pire que tout. Pourquoi c'est ça plutôt? Parce que c'est dénigrer la souffrance de la personne et elle, qu'est-ce qu'elle pense? Lui dire ce que elle se dit mais c'est terrible. Il ne comprend pas à quel point il y a du danger. Il est dangereux même, elle peut dire. Il est parano. Il est dangereux, il se rend pas compte. Et donc, ça peut aller plus loin parce que quand les formes de parano sont très exacerbées, en plus, on peut dire c'est une manière de vouloir m'en papaouter. Donc, je dois vraiment me méfier de cette personne-là. Elle n'est pas que inconsciente, elle est peut-être malveillante. Comme le serpent. On dit, mais il faut absolument faire ça. Il faut absolument faire ceci, cela. Non, mais attends, regardons les priorités. C'est pas... Et parce que moi, j'ai le sentiment qu'il cherche effectivement à compliquer les choses, quoi, pour prendre une certaine forme de pouvoir. Et effectivement, la réaction, c'est mais non, c'est pas si important. Donc, vous verrez avec Claude dans l'entretien comment, justement, faire
presque le contraire. Donc Là, avec pour des être efficace indications. avec lui, elle vous donnera des indications pour qu'au lieu de chercher à arrêter de compliquer, peut-être chercher à mieux compliquer, pour mettre Allez du voir. bois pour éteindre le feu. On va voir des stratagèmes. Avec une personne colérique, donc Grégoire disait, une réaction possible qui est inefficace, c'est de vouloir calmer la personne nerveuse, colérique. C'est quelquefois très difficile à mettre en place en entreprise, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez très bien dit, on tend à l'éviter et on va faire comme si de rien n'était. Parce que la personne ensuite. Et donc, ça participe encore plus au déni de la personne. Au déni et au fait que ça donne de la légitimité à ce moyen de régulation de la personne qu'elle a pour gérer ses tensions, visiblement qui ne pose aucun problème à l'entourage. Mais effectivement, c'est très difficile de trouver la personne pour dire attends, quand tu te mets en colère, c'est terrifiant. Quoi. Parce qu'elle dit mais quoi? Donc il y a vraiment un déni. Donc face à une personne qui est victime fragile, qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là? Elle se plaint beaucoup, elle montre sa fragilité, parfois elle peut chercher à déléguer, mais en tout cas, quand elle l'a un peu trop, on tente effectivement de lui demander de voir un peu plus positivement les choses. Ou de trouver des solutions dans votre cas. On lui demande de trouver des solutions, il faut que tu avances, il faut que tu y arrives. Donc là, il va falloir cesser de trouver, on va se dire, on est dans la puissance. Il n'y a pas de solution. Hein, parce que... Ça me parle bien, ça. Effectivement, le passé plus actif, plus... Ensuite, face à un manipulateur, il est comme un serpent, en fait. Donc le fuir. Évidemment, on a envie de le fuir. Ça ne marche pas. Et l'attaquer, ça ne marche pas. Donc il va falloir... non, il faut le tuer, le serpent, mais avec son propre venin. Donc là, il y a un protocole très précis par rapport à ça. Tuer le serpent avec son propre venin, c'est vraiment une application du mythe de Persée avec la méduse. Quand Persée il a combattu la méduse, qui était la tête avec plein de serpents, qui était le mal suprême, il n'y est pas allé comme ça. Il est allé avec un bouclier, il est allé avec un... Donc il a son arme. Donc par rapport à quelqu'un de spécialement, si la personne fuit, elle paraît fragile et donc ça motive encore plus la personne, surtout si la personne a un tempérament un peu pervers, comme le chat avec la souris. Donc si on voit que sa proie fuit et qu'elle est fragile, ça va être d'autant plus stimulant. Donc ça va exacerber le processus de harcèlement. Et puis si la personne attaque, de toute façon, la personne pervers a toujours un coup d'avance. Et donc va trouver les moyens d'être encore plus attaquante. Donc une manière qui va donner une vraie arme, au moindre effort, va vraiment consister à tuer le serpent avec son propre venin, mais il faut regarder les situations pour voir la communication précise. La stratégie, c'est celle-là. C'est au niveau de la communication et de la relation, il nous faut des détails pour prendre en compte des éléments de contexte, des éléments qui sont propres aux personnes concernées, puisque dans la catégorie des serpents, vous avez le cobra, le naja, etc. Et ils ont des particularités propres dont on va tenir compte. Oui, donc tout ça pour vous dire que qu'est-ce qu'on fait d'habitude dans les entreprises quand on a quelqu'un... on repère la difficulté, on tente d'agir, on n'y arrive pas. Parce que quand on agit, on va dans l'idée de se séparer ou de trouver une mutation et on le fait parfois trop vite. Ou alors on repère, on ne sait pas quoi faire, du coup on attend. L'infection grossit et on laisse pourrir. À un moment donné, on est contraint de devoir, et en général on passe toujours vers les séparations ou les mutations. Ou alors on repère, on tente de raisonner. On n'arrive pas à raisonner, alors on essaye, on va ignorer, on va tenter d'ignorer les conflits, on va les laisser se débrouiller parce qu'on ne sait plus, puis ça marche pas. Alors on finit par renoncer, ça pourrit, ça s'étend, et de toute façon on va toujours vers des situations radicales, mais qui sont toujours ces situations-là coûteuses. Il faut rappeler que le coût, il y avait une étude qui avait été faite en 90, de remplacement d'un salarié se situe entre 75 et 150% de son salaire, soit entre 30 et 150 000 euros. C'est un vrai coût
rationnel Le et quoi, tangible Le coût de remplacement de d'un le coût salarié. de remplacement d'un salarié. Et là, c'est que si on est sur les Son aspects, licenciement, conflictuel, on va dire. c'est que sur les aspects tangibles, parce qu'il y a des coûts sur les messages qu'on envoie aux autres qui sont là. On ne parle pas du coup indirect de l'assistante numéro 2 qui est en train de partir, Oui, bien peut-être sûr, de bien sûr. contagion. Les dégâts Là, collatéraux, évidemment, voilà, Exactement. Là, Hein, on ne donc parle que c'est- direct. voilà. Ça permet d'argumenter aussi par rapport au RH parfois pour expliquer les enjeux et pourquoi il peut y avoir un intérêt à faire autrement maintenant. Donc nous, on nous alerte. Hein. Quand on nous alerte, on fait un diagnostic opératoire. On va voir juste après le détail du diagnostic. On va regarder qui est impliqué. Que font les gens qui participeraient dans le problème à, malgré eux, rendre plus persistant à l'aggraver. On va donner des indications en matière stratégique, en matière de communication, en matière de relations, pour bloquer le maximum de choses. Et si la situation est assez complexe, ça va nous permettre, en fonction des résultats obtenus, de proposer une intervention ciblée du problème solving. Parce que vous avez des cas où on peut contraindre la personne porteuse du symptôme à travailler, mais il va falloir le présenter d'une certaine manière. Et puis il y a des cas où si la personne est vraiment très dans le déni, où il ne faut pas tenter de la mettre en crise, on peut de manière indirecte faire des choses et inverser une dynamique qui va permettre à une personne d'être dans le déni de tout d'un coup pouvoir révéler un peu de difficulté et commencer à travailler dessus. Donc, la solution, elle est économique, hein, si on revient sur nos moyens, puisque nos interventions, grosso modo, sont comprises entre 3 000 et 10 000 euros pour faire de la résolution de problèmes. Donc, on a 80% de réussite hein, sur les problèmes sur lesquels on est sollicité ou sur les objectifs. De toute façon, problèmes et objectifs sont toujours intimement liés. La difficulté, c'est de recadrer un problème, de voir ce qui se passe, comment le problème fonctionne.